Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Union et festivités au cœur de la nation djiboutienne. Djibouti vibre au rythme de la Eid el-Fitr. Aux internationales à présent, plus de 90 morts dans le naufrage d'une embarcation de fortune au Mozambique. Les détails dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent. À l'approche imminente de la Eid el-Fitr demain, Djibouti, comme dans la capitale et dans la région de l'intérieur, les rues s'animent d'une effervescence contagieuse témoignant de la ferveur qui accompagne la fin de ce mois béni qu'est le Ramadan. À moins de quelques heures de la célébration, la ville tout entière se prépare à honorer cette occasion avec éclat et solennité. Comme à l'accoutumée à l'approche de la Eid, l'atmosphère devient électrique. Les familles et les proches se réunissent pour partager des moments de convivialité et de préparatifs, tandis que les enfants, les yeux pétillants d'excitation, attendent avec impatience l'heure des réjouissances. Dans cet esprit, le numéro 1 de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses meilleurs vœux de fraternité et de partage à l'ensemble de la nation djiboutienne. Eid Mubarak. À l'occasion du mois béni du Ramadan et en prévision de la Eid el-Fitr, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a signé un décret qui accorde une remise gracieuse de peine de 4 mois à 230 détenus. 111 détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme de plus de 4 mois et qui ont purgé leur peine ont profité de cette grâce présidentielle et ont été libérés ce jour, mardi 9 avril 2024, de la prison civile de Gabot. 119 autres prisonniers condamnés à des peines de plus de 4 mois d'incarcération vont quant à eux bénéficier d'une déduction de peine de 4 mois cette année. Signalant que tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière de notre pays et qui bénéficient de cette clémence présidentielle feront l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. En effet, il s'agit d'une mesure d'indulgence présidentielle qui concerne uniquement des détenus condamnés par une décision définitive et purgeant leur peine dans un établissement carcéral de la République de Djibouti. Selon le décret signé par le chef de l'État, cette mesure ne concerne pas les détenus condamnés pour les délits de détention illégale d'armes à feu, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, corruption, drogue, traite d'êtres humains, d'agressions sexuelles et viols, trafic de stupéfiants et enfin détention ou mise en circulation des faux billets de banque. Mais sont également exclus des bénéfices de la grâce les personnes condamnées dans le cadre de la récidive légale et les personnes condamnées par des faits de détournement des deniers publics ou des infractions ayant mis au péril les deniers de l'État. A noter que cette grâce présidentielle englobe les personnes qui ont une infirmité physique notoire, les personnes atteintes de maladies incurables et à un stade avancé, mais aussi les malades mentaux. Pour la mise en application de ces dernières catégories, une commission médicale a été consultée. Rappelons enfin que le droit de grâce est un pouvoir régalien qui appartient exclusivement au président de la République. Comme on le disait dans les titres, l'esprit de la Eid règne sur le pays, dans les artères animées de la capitale, comme dans les régions de l'intérieur. L'ambiance est électrique. Depuis quelques jours, la foule s'est donné rendez-vous au centre-ville, transformant ces lieux emblématiques en un véritable melting pot de commerce et de convivialité. Ces derniers jours ont débuté sous les signes de l'anticipation, avec des centaines de personnes arpentant les étals à la recherche du vêtement parfait pour cette célébration imminente qu'est demain. Il faut bien le dire, au cours de ce spectacle, les commerçants se révèlent être de véritables virtuoses. Ils ont de leur savoir-faire pour séduire quelques clients en quête de bonnes affaires. Dans une démonstration d'efficacité et de prévoyance, les forces de police ont pris l'initiative de fermer plusieurs artères principales du quartier commercial, assurant ainsi le bon déroulement d'un événement majeur. Les agents de la police nationale ont orchestré chaque détail de cette opération, garantissant la sécurité et le confort des citoyens. Leurs efforts concertés ont permis de maintenir un flux de circulation fluide, évitant ainsi tout engorgement et désagrément aux usagers de la route. En fermant stratégiquement les artères principales qui mènent au quartier commercial, ils ont non seulement assuré la sécurité des participants à cet événement, mais aussi préservé l'ordre et la tranquillité dans les grandes artères. En cette journée marquée par l'harmonie des mouvements orchestrés par la police et une note de confiance qui résonne dans les rues, témoignant de l'efficacité et du professionnalisme des forces de l'ordre dans la gestion des grands événements urbains tels que les festivités de l'Aïd. Comme dans le reste du pays musulman, en cette période du fin de Ramadan, les habitants de la ville de l'Unité a dit qu'ils se préparent également pour la Eid el-Fitr, qui est un grand événement pour la communauté musulmane. Notons que la fête de la Eid el-Fitr, communément appelée Eid el-Fitr,
est célébré tous les 29 ou 30 jours suivant l'avènement du mois de Ramadan selon les années. La scène fait partie du décor à l'approche de la Eid al-Fitr. C'est un perpétuel rite entre le vendeur et les clientes, entourés de leur progéniture. À pareille époque, laquelle marque une frénésie d'achat en prévision de la Eid al-Fitr qui s'annonce imminente. En cette veille de la Eid al-Fitr, le Tout-Puissant, avec humilité, implorant sa miséricorde et espérant qu'il accepte nos actes d'adoration. Que cette célébration soit remplie de joie, de paix et de bénédiction pour vous et vos proches. Eid Mubarak à tous et à toutes. Direction Obok, comme le reste du pays, la majorité comme le reste du pays se prépare avec enthousiasme comme le monde musulman pour la Eid al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Pour la communauté musulmane, c'est un événement majeur marqué par des rituels traditionnels et des célébrations joyeuses. Dans les jours précédents la Eid, les marchés d'Obok sont animés par une frénésie d'achat. Les vendeurs et les clients accompagnés de leurs enfants se livrent à des échanges animés dans une atmosphère de convivialité. Les rues sont remplies de gens faisant leurs courses, achetant des vêtements neufs, des cadeaux et des provisions. Pour garantir la sécurité pendant ces festivités, les éléments de la police sous le commandement du lieutenant-colonel Kamel sont mobilisés. Ils veillent à maintenir l'ordre public, assurant ainsi que les célébrations se déroulent en toute sécurité et dans une atmosphère de sérénité. La présence de la police renforce le sentiment de sécurité parmi les habitants d'Obok, leur permettant de profiter pleinement des festivités de la Eid al-Fitr. C'est un mouvement de grande effervescence et de joie dans la ville où l'on ressent l'excitation palpable de la communauté musulmane à l'approche de cette fête religieuse très importante. Communiqué à présent, la République de Djibouti annonce officiellement la candidature de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Djibouti exprime sa foi en la capacité de M. Mahmoud Ali Youssouf, homme d'expérience, diplomate chevronné, connaissant les arcanes de l'organisation continentale à servir et à insuffler une dynamique à l'organisation panafricaine. Fort d'une expérience de plus de 2 décennies au poste du ministère des Affaires étrangères de son pays, havre de paix et qui se distingue par la recherche constante de résolution des conflits par le dialogue et la négociation, M. Mahmoud Ali Youssouf dispose de tous les atouts pour répondre aux attentes et intérêts du continent. Polyglotte, il parle également couramment le français, l'anglais et l'arabe. Autre actualité de ce soir, un atelier de sensibilisation s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale réunissant les députés pour discuter du rôle essentiel du recensement de la population et de sa mise en œuvre. Organisé avec le soutien de la Banque mondiale, cet atelier visait à informer et sensibiliser les parlementaires sur l'importance du processus ainsi que sur ses différentes phases. L'objectif principal était de garantir une compréhension claire de l'impact du recensement sur le développement socio-économique du pays. Cet atelier initié par l'Institut des statistiques de Djibouti a réuni des experts en démographie et en statistique pour partager leur savoir-faire et leurs perspectives sur l'importance des données précises pour le développement socio-économique du pays. Les discussions ont porté sur les méthodes de collecte des données, la confidentialité des informations personnelles, ainsi que sur l'utilisation envisagée des résultats du recensement dans l'élaboration des politiques efficaces. Cet atelier marque le début d'une campagne de sensibilisation plus large qui impliquera également la participation de la société civile, des médias et d'autres parties prenantes clés. L'objectif ultime est de mobiliser toute la population de Djibouti pour participer pleinement au recensement, garantissant ainsi des données précises et représentatives qui serviront de base solide pour l'élaboration de politiques axées sur les besoins réels de la population. Son directeur, ses collaborateurs. Ce matin, nous avons parlé du recensement général de la population, le 3e recensement général de la population et de l'habitat qui se fera à partir de ce mois sur une durée de 25 jours. Le directeur et ses collaborateurs nous ont présenté comment les statistiques, comment ce recensement sera effectué au sein de la République de Djibouti, ce 3e recensement général de la population et de l'habitat. Nous, en tant que parlementaires, nous avons été satisfaits de la présentation. Nous avons posé nos questions, nous avons questionné sur les différentes manières et comment ce recensement sera réalisé. Bref, l'Institut national des statistiques nous ont donné les réponses adéquates à nos questionnements, à nos interrogations.
Et nous invitons la population de la République, dont nous sommes les représentants, à pouvoir s'associer et à pouvoir collaborer avec l'Institut national pour que les données et la fiabilité des données puissent être réalisées et que ce recensement général de la population et de l'habitat puisse se passer dans les meilleures conditions. On écoute ensuite un extrait de l'intervention du directeur général de l'INSTAD. Moi, un immense honneur de me tenir devant votre auguste assemblée pour vous informer d'une opération statistique très importante pour notre pays, à savoir la mise en œuvre du troisième recensement général de la population et de l'habitat. À l'entame de mon propos, permettez-moi tout d'abord de saluer votre précieuse présence qui témoigne une fois de plus votre engagement et votre soutien pour assurer le succès de cette opération d'envergure nationale. Mesdames et messieurs les honorables parlementaires, comme vous le savez, ces recensements revêt une dimension historique pour notre pays, marquant seulement le troisième depuis notre ascension à l'indépendance. Il intervient après une période de plus de 15 ans, le dernier étant en 2009, dans un contexte national caractérisé par l'urgence et la nécessité de disposer des données actualisées et fiables pour orienter les politiques, les programmes et les actions du gouvernement vers un développement durable, harmonieux et inclusif. De plus, ce recensement est aligné avec nos engagements internationaux, en particulier l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies, en nous assurant que personne n'est laissé pour compte dans le processus de dénombrement principal. Nous contribuons à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à la réduction des inégalités, à l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi décent et à la protection de l'environnement. L'importance des RGPH 3 ne peut être sous-estimée, et vous en êtes conscient. Il constitue la pierre angulaire pour laquelle reposera la bonne planification de notre avenir collectif. Poursuivons ensuite avec les mots du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Abdoulaye Mohamed Deleta. Monsieur le directeur général, je réitère encore une fois les félicitations de la représentation, de la représentation nationale pour l'initiative d'explication et de sensibilisation que vous portez à l'endroit des parlementaires, d'autant qu'il s'agit d'un chantier incontournable, actualisé des indicateurs démographiques et urbanisme, en d'autres termes, le recensement général de la population et de l'habitat. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, comme nous le savons, notre pays, par le biais d'INSAD, est sur les points d'entamer le dénombrement général de sa démographie. Il s'agit d'une étape décisive qui permettra de collecter des données essentielles pour établir un portrait précis de notre population dans nombre de domaines, tels que sa structure par âge, par sexe, sa répartition dans l'espace et bien d'autres caractéristiques socio-démocratiques et économiques. Le recensement est bien plus qu'une simple opération statistique. C'est un processus fondamental qui façonne notre compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Il fournit des données nécessaires pour élaborer les politiques efficaces, allouer les ressources de manière équitable et répondre aux besoins de notre population de manière ciblée. Mesdames et messieurs, il est aisé d'appréhender la plus-value des dispositions des données réelles actualisées et rigoureusement quantitatives. Ne détient pas point de développement sans statistiques. Cela se vérifie au sens que sans indicateur fiable, on ne peut savoir l'évolution d'une conjoncture ni effectuer des ajustements. En cette année 2004, nous souhaitons et attendons encore plus de l'exercice de dénombrement en République Djibouti avec ce troisième recensement.
Autre actualité de ce soir, ce 8 avril 2024, une tragédie maritime a frappé au large des côtes du Korangar, alors que les équipes du poste de surveillance du littoral maritime répondaient à un appel de détresse émanant de pêcheurs signalant le naufrage d'une embarcation transportant des migrants clandestins entre Godoria et Rasbir. L'embarcation qui transportait 66 migrants d'origine éthiopienne avait entrepris le voyage depuis le Yémen avec des migrants qui avaient pris la décision de retourner dans leur pays d'origine. Cette tragédie a malheureusement coûté la vie à 33 migrants, parmi lesquels 29 hommes, 3 femmes et un bébé âgé de seulement 2 ans. 11 migrants sont toujours portés disparus, tandis que 22 ont miraculeusement survécu à cette épreuve. Les équipes du département des recherches et sauvetage de la garde-côte ont été rapidement dépêchées sur le lieu du drame pour participer aux opérations de secours en mer, récupérer les corps des naufragés et évacuer les survivants. L'Organisation internationale pour la migration a pris en charge les migrants rescapés afin de leur fournir une assistance humanitaire et psychologique cruciale dans ces moments difficiles. Les recherches visant à retrouver les personnes portées disparues sont toujours en cours et sont menées par les équipes de plongeurs du département des recherches sauvetage de la garde-côte djiboutienne. Une enquête minutieuse sur les circonstances de ce naufrage a été confiée à la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne. Dans la capitale, dans la soirée du 8 avril également, le CDC d'Arhiba a organisé une cérémonie de remise de récompenses qui a marqué la fin des activités du mois béni du Ramadan. L'événement a été marqué par la présence du Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui a tenu à saluer l'engagement et les talents des jeunes de la cité Arhiba. Étaient présents également le président de la commune de Boulaous, le vice-président, également les élus locaux et les responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. La soirée a débuté par des chants spirituels, les Qasaïd, mettant en lumière des talents artistiques des jeunes du CDC d'Arhiba, qui ont participé également au concours national de Qasaïd organisé par l'UMJC. Après les performances de ces jeunes artistes, le président de la commune de Boulaous, le vice-président et les sages du quartier ont d'emblée souhaité la bienvenue à son Excellence, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, soulignant que sa présence montre l'engagement du gouvernement en faveur de la promotion de la jeunesse sur le triple plan culturel, sportif et spirituel. Les récompenses ont ensuite été remises aux jeunes qui ont participé aux différentes activités telles que le tournoi de football et concours du Coran al-Karim, concours de mémorisation du Coran al-Karim, le Saint-Coran, durant le mois béni du Ramadan par la ministre et les responsables présents sur place. La cérémonie haute en couleur s'est conclue par la traditionnelle photo de famille. On écoute la réaction recueillie auprès de la directrice des CDC, Mme Rokia. Aujourd'hui, on est au CDC d'Arhiba, en présence de la ministre. Nous avons clôturé les activités du mois béni de Ramadan. Plusieurs activités se sont déroulées au sein de ces CDC, dont la jeunesse de cette cité a pu profiter de ces activités. Il s'agit du tournoi de football, mais aussi des activités religieuses telles que le concours du Saint-Coran, mais aussi la jeunesse du CDD d'Arhiba ont aussi participé
au concours national de Qassaïd qui a été organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Je remercie les organisateurs de ces activités, en particulier les responsables du CDC, mais aussi les élus locaux, sans oublier. Dans son intervention à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a mis en exergue dans sa réaction l'importance que revêtent ces activités du mois béni du Ramadan. Il y a beaucoup de joie et ils sont majoritaires au niveau de la population. Donc il faut savoir que pratiquement 2 sur 3 sont des jeunes et ça se voit. Donc je leur dis félicitations, je les encourage à travailler. Donc Al-Hiba a bénéficié d'une réhabilitation, comme vous le voyez, hein, il y a 2 ans, complète. C'est un CDC qui se maintient et qui est très beau, donc bravo aussi. Et le CDC d'Al-Hiba va être un des premiers bénéficiaires de la nouvelle politique d'infrastructure qui est de verdir les plateformes sportives. Un gazon synthétique tout neuf, voilà, on peut pas revendre. Et la totalité de l'espace sportif, ça c'est une chose. Mais nous invitons aussi les jeunes d'Al-Hiba à venir s'illustrer. Donc c'est vrai que vous êtes des champions dans l'insertion sociale, le volontariat. Maintenant, le défi du ministère, c'est l'insertion économique. Et je pense que sur ces volets-là, on a proposé à l'ORITA, d'ailleurs, que je félicite, que je remercie, qui a fait énormément de travail avec les jeunes. Donc nous allons pouvoir aussi, avec vous, partager des activités dans le domaine de l'insertion économique. Et nous attendons beaucoup de vous. Donc c'est vrai que le ministère appuie, le ministère apporte, mais aussi le ministère est exigeant sur les résultats et on n'est jamais dessus. Vive la jeunesse! Vous hébergez un de nos claques. Et donc je sais que vraiment, si vous l'avez accueilli, c'est que vous en avez fait bonne activité et bon usage. Donc on reviendra. Donc une dernière nouvelle, c'est que lors du Salon du Livre, les auteurs vont venir dans les CDC où il y a de claques. Donc vous allez pouvoir accueillir les auteurs internationaux qu'on a invités. On a aussi des auteurs conteurs, des auteurs humoristes. Et ils passeront ici. Et donc nous comptons beaucoup sur la jeunesse pour les accueillir, pour les accompagner. Et donc voilà, félicitations pour les concours remportés. Et Inch'Allah, au plaisir de se revoir et de discuter ensemble. Donc je dis, on a foi en la jeunesse. C'est le message du président de la République. Il faut travailler avec la jeunesse. Toujours sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, que le Centre de développement communautaire d'Arta, en collaboration avec la préfecture, a organisé avec succès le tournoi de Ramadan, un événement sportif d'envergure rassemblant les jeunes et la communauté. Ce dimanche 7 avril 2024 a marqué l'apogée de cet événement avec la tenue de la grande finale opposant les équipes de Porto Novo et Haji Dere. Dans un match palpitant, l'équipe de Haji Dere a brillé, remportant la victoire avec un score final de 2-0. La finale a été honorée par la présence des autorités régionales, notamment le préfet adjoint de la région, M. Mohamed Fouzi, ainsi que le sous-directeur régional du MJC d'Arta et d'autres dignitaires locaux. L'atmosphère était électrique, remplie d'enthousiasme et de passion pour ce sport. Ce tournoi ne représente pas seulement une compétition sportive, mais aussi un moment de rassemblement, de célébration de la jeunesse et de la culture locale. Il incarne les valeurs de solidarité, d'inclusion et de fair play, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté. Aujourd'hui, au terrain d'Arta, dans le cadre de la clôture du tournoi des Ramadan. Ce tournoi, comme vous le savez, a commencé au début du mois de béni de Ramadan, dans le cadre de l'animation de la ville, par la sous-direction de la jeunesse et de la culture, du ministère de la jeunesse et de la culture, qui a financé. La préfecture d'Arta s'est associée à cette activité d'animation de la ville. Et aujourd'hui, nous sommes au terrain d'Arta pour la finale qui oppose 2 clubs du chef-lieu. Je vous rappelle qu'il y avait 8 clubs qui étaient en lice dans le cadre de ce tournoi des Ramadan. Alhamdulillah, tout ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous sommes à la finale pour donner les trophées aux gagnants.
Direction Asaïla, la localité qui a célébré avec éclat la clôture de son tournoi également de Ramadan, marquant ainsi la fin d'un mois de compétition intense et de convivialité. La finale ainsi qu'à la cérémonie de remise des prix ont été honorés par la présence distinguée des hautes autorités régionales, notamment le préfet de la région, M. Hassan Abdouloble, et le président du conseil régional, M. Mad Hussein. Aux côtés de ces personnalités éminentes se trouvait le sous-préfet d'Asaïla, le vice-président du conseil régional et le sous-directeur du MJC de Dikil, ainsi que d'autres invités de marque. Organisé avec brio par le CDC d'Asaïla, en collaboration avec les associations des jeunes d'Asaïla, le tournoi a été un véritable catalyseur de solidarité et de fraternité durant le mois sacré du Ramadan. Cette finale s'est déroulée sous un ciel nuageux, mais l'atmosphère électrique et festive a illuminé le terrain, témoignant de l'engagement et de la passion de tous les participants et spectateurs présents. Ce tournoi de Ramadan à Asaïla a véritablement incarné les valeurs d'unité, de respect et d'inclusion. Aobok à présent, Aobok a eu l'honneur de clôturer pour sa part avec succès les tournois de Ramadan. Cet événement majeur organisé par les CDC d'Obok et l'association des jeunes de Fantehirou a été l'apothéose de cette compétition riche en émotions. Sous la haute autorité du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, et en présence du vice-président du conseil régional ainsi que des responsables des services déconcentrés, le coup d'envoi de la finale a été donné. Cet événement a été marqué par une atmosphère de compétition amicale de fair play, reflétant l'esprit sportif qui anime cette jeunesse. Après des matchs intenses et passionnants, les équipes AMK et Hogef se sont distinguées en remportant les finales, démontrant ainsi leur talent et leur détermination sur le terrain. La cérémonie de remise des prix présidée par le préfet de la région d'Obok a été l'occasion de récompenser les équipes pour leur engagement et leur performance tout le long du tournoi. Des trophées et des distinctions honorifiques ont été remis aux vainqueurs et aux participants, témoignant ainsi de l'excellence sportive et de l'esprit d'équipe qui ont caractérisé cet événement. Le tournoi de Ramadan d'Obok restera gravé dans les mémoires de ces jeunes comme une célébration de la passion du sport de loisir, de la camaraderie et de l'unité au sein de la jeunesse obokoise. Ce soir, nous avons un grand format pour vous consacré au campement touristique de Ditilou, un véritable trésor caché au cœur de cette localité. Préparez-vous à une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale de Ditilou. Bienvenue donc dans ce numéro spécial consacré ce soir au campement touristique de Ditilou, un véritable trésor caché au cœur de la République de Djibouti. Préparez-vous donc à une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale, des paysages époustouflants de Djibouti avec ses montagnes majestueuses et ses vallées verdoyantes, créant ainsi une atmosphère d'émerveillement et d'aventure. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail riches en poissons de toute espèce, accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées des quatre coins du monde. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Ditilou dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis 1987 et a déjà fait sensation à plusieurs reprises auprès des adeptes de la randonnée, des excursions au milieu d'une nature jalousement préservée et des nuits à la belle étoile. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants. La particularité de ce campement, c'est qu'il est situé dans la vallée de
d'Itilou Toha. La vallée d'Itilou Toha se trouve dans le mont Gouda, qui, avec le Mabla, donc, renferme pratiquement, abrite 80% de la biodiversité djiboutienne. L'impact dévastateur de l'homme dans cette contrée est inexistant, puisque les habitants de Ditilou ont fait de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Une terre fertile, des pluies abondantes et des hommes et femmes responsables ont fait de cette terre un lieu où il fait bon vivre toute l'année, raison pour laquelle les touristes affluent en masse pour savourer la tranquillité de cet havre de paix. Du lever du soleil au crépuscule, les visiteurs peuvent explorer les paysages spectaculaires de Djibouti et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Les soirées sont animées autour du feu, offrant aux visiteurs venus en famille ou entre amis l'occasion de partager des moments conviviaux et de s'immerger dans la culture locale. Ditilou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion, en seulement quelques jours, de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Avec son expertise en agriculture et en développement rural, le propriétaire de ce paradis terrestre, l'ingénieur agronome Baragoïta Saïd, a transformé Ditilou en un lieu d'écotourisme unique, offrant une expérience authentique au cœur de la nature. Passionné, il a consacré sa vie à la promotion du tourisme durable et à la préservation de l'identité culturelle de Djibouti. Son expertise en agriculture et en développement rural a été essentielle dans le succès de Ditilou. Et depuis 2012, donc, nous avons fait beaucoup de travaux de conservation des eaux et des sols pour permettre la recharge de la nappe. Et surtout, donc, au regard du désastre qu'a subi le Daï, donc, nous voulons un petit peu sauver cette vallée-là. Et depuis qu'on a commencé ce travail de fond, de protection de la nature, donc pratiquement, on a restauré pratiquement l'habitat de beaucoup d'animaux sauvages. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Baragoïta a créé un lieu d'écotourisme unique, offrant une immersion totale dans les paysages spectaculaires de Djibouti. Le campement propose des activités variées, des randonnées en pleine nature aux rencontres avec les habitants locaux, en passant par des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Les visiteurs peuvent séjourner dans des tentes traditionnelles décorées avec goût et savourer une cuisine locale préparée avec des produits frais et de saison. De la passion de Baragoïta Saïd pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture locale à la diversité des activités offertes aux visiteurs, le campement de Ditilou incarne parfaitement l'essence même du tourisme durable. Le campement touristique de Ditilou a été inauguré le 15 janvier 1987 afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture et de l'artisanat par les achats de fruits et légumes, des produits artisanaux notamment dans les localités de Assaguela et de Goum. Aujourd'hui, le site dispose de 20 paillotes qui répondent à l'authenticité et à l'exotisme qu'attendent les tourismes. Et le campement est alimenté en énergie grâce à l'installation de panneaux solaires. Un luxe ici. Oui, en fait, on propose des activités de randonnée pédestre pour découvrir les sites, refuges pour la faune et la flore. Donc, nous avons autour de cette vallée-là, on a quand même la Grande Cascade, on a une palmeraie qui est vraiment le gisement des sommiers nomades qui s'appelle l'Onafaro Loïta et qui fournissait pratiquement toute la région en sommier. Et ça s'appelle Guédani. Et nous avons aussi donc la palmeraie de Verre qui constitue en gros un endroit unique. Et à partir de là, donc à partir de Ditilou aussi, nous faisons la découverte de la forêt du Daï, qui est pratiquement à 4 heures à pied. Et Bankwale, Randa, on peut faire beaucoup de choses. À la carte, bien sûr, à la carte. Le tourisme est vraiment un complément de revenus pour les gens du coin. Cette contrée est une oasis de verdure et de fraîcheur, un univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits.
Le campement touristique de Ditilou propose des randonnées pédestres à partir du site pour la clientèle locale et internationale, notamment la palmeraie de Guédani et la Grande Cascade. Mais également la forêt de Haga, palmeraie de Wer. Une très belle balade qui offre une vue panoramique sur le golfe de Tadjoura. L'encadrement est assuré par des guides expérimentés ayant une très bonne formation sur la faune, la flore de la vallée, rompue au mode de vie nomade. Au cours de la marche, il est possible de voir, outre les singes verts qui se sont invités depuis une vingtaine d'années au campement, des babouins, des oréotragues, des francolins et l'aigle de Véro. Mais moi, ce que j'aime ici à Ditilou, c'est que c'est vraiment très reposant. En ce moment, c'est très vert aussi, donc ça change beaucoup. On se croirait vraiment dans un endroit complètement hors du temps, hors de Djibouti même. Là, vu tous les arbres qu'il y a, la verdure, la fraîcheur aussi, et c'est pour ça qu'on vient souvent le week-end pour chercher la fraîcheur, le calme, entendre juste le bruit de la nature autour de nous et se sentir un peu hors du temps. Comme ça, Ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers pour se balader, pour faire de la randonnée, visiter les villages aussi alentours, les vallées alentours. Donc oui, c'est vraiment un bel endroit pour faire du sport et se ressourcer le temps d'un week-end. Un programme de restauration des parcours dégradés pour la mise en défense a été initié depuis quelques années. Ainsi, plus de 2000 hectares de la forêt de moyenne altitude ont été aménagés, favorisant la réhabilitation d'habitats de la faune sauvage qui accueille actuellement des francolins ou encore des léopards. Ditilou étant un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mangoda. Ici, à Ditilou, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. En somme, le campement touristique de Ditilou est bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est un véritable joyau et une porte ouverte sur l'authenticité et la beauté naturelle de Djibouti. Que vous soyez un amoureux de la nature ou un aventurier en quête de nouvelles sensations, Ditilou vous promet une aventure inoubliable au cœur de l'Afrique de l'Est. Aux nouvelles mondiales à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le bilan initial de 91 morts est passé hier mardi à Mozambique à 96 après la récupération de 3 autres corps tard dimanche et des 2 autres lundi. Sur les 130 passagers du ferry, 11 ont déjà été hospitalisés. Cette embarcation de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique ce dimanche, faisant plus de 90 morts selon les médias locaux. Le bateau qui naviguait entre Lunga et l'île de Mozambique était surchargé. Si certains passagers se rendaient à une foire, de nombreux autres tentaient de fuir une épidémie de choléra qui aurait affecté la région ces derniers jours. Les autorités ont nié toute épidémie de choléra, qualifiant les rumeurs de désinformation. En janvier, une vague de fake news avait conduit au meurtre de 3 leaders communautaires à Cabo Delgado. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Et Moubarak à tous et à toutes. La société immobilière et d'aménagement foncier a le plaisir de vous faire part l'état d'avancement de notre projet pionnier, le lotissement Naganda. Notre équipe dévouée travaille avec passion à chaque étape de développement pour garantir une qualité exceptionnelle.